Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Ça s'est fait un peu de façon impromptue puisque je remplace un peu au pied levé un autre collègue qui lui aussi n'a pas pu venir pour cause de visite du pape, si j'ai bien compris. Et donc, j'ai reçu un coup de téléphone dans une autre partie des Alpes récemment en me demandant si je voulais bien participer à vos travaux. J'en ai été très flatté. La curiosité est un des vices des diplomates et j'étais très heureux de faire connaissance d'un groupe que je ne connaissais pas et d'une profession que je connais peu. Et donc, déjà hier soir, en discutant avec vous, j'ai beaucoup appris sur ce que vous faites et vos missions et les difficultés dans lesquelles vous vivez souvent. Donc, merci encore une fois. Je voulais aussi très rapidement me présenter. Donc, je suis Yves Godel, né en 1943, donc bientôt 65 ans. J'ai une famille militaire, en fait, à l'origine. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Mon père m'a dit, tu feras Saint-Cyr comme tout le monde, donc j'ai fait Saint-Cyr. Donc j'ai été officier pendant une partie de ma vie, puis j'ai trouvé que ça suffisait, et que j'ai passé le concours de l'ENA pour faire autre chose, d'où je suis sorti au ministère de l'Éducation pendant 4 ans, et puis nous avons ce qu'on appelle l'obligation de mobilité, et je suis passé à ce moment-là dans la diplomatie qui a bien voulu me garder. Donc une série de postes, surtout fait de la diplomatie à l'extérieur. J'ai commencé par Ottawa, au Canada, comme premier secrétaire, puis la Hongrie pendant 3 ans, puis la Mauritanie pendant 2 ans et demi, retour à Paris pour m'occuper des négociations aéronautiques, c'est-à-dire à la fois les accords aériens et le suivi de la construction aéronautique civile, donc les problèmes Airbus, ATR, de coopération européenne qui m'a beaucoup appris. Et de là, on m'a proposé le poste de numéro 2 à l'ambassade en Allemagne de l'Est, donc à Berlin, avant la réunification. Et j'ai eu la chance d'être le témoin de la réunification un certain 9 novembre. Et on m'a réveillé dans la nuit. Il se passe quelque chose sur la place de la porte de Brandebourg, et donc j'ai assisté à cet événement extraordinaire. De là, je suis après la réunification, l'ambassade a fermé à Berlin, et donc on m'a proposé un autre poste, consul général à Chicago pendant 3 ans, donc confrontation au monde américain, enfin confrontation mal choisie comme mot, parce que ça s'est passé de façon très, très intéressante. Donc Chicago, retour en France pour m'occuper de questions de personnel. J'étais sous-directeur du personnel au ministère, donc les choses que vous connaissez, le travail avec les syndicats, avec les questions de promotion, d'organisation des carrières, et aussi de négociation avec les finances sur les emplois. Et puis de là, on m'a proposé, on cherchait quelqu'un pour aller en Bosnie-Herzégovine, la guerre se terminait. Donc j'ai été ambassadeur en Bosnie-Herzégovine pendant 4 ans, donc la fin de la guerre et le rétablissement de la paix. C'était fort intéressant, vous pouvez l'imaginer. De là, on m'a proposé un poste en Haïti, à l'époque du père Aristide, d'élections très difficiles et du départ du président Aristide, qui présentait pas mal de dangers pour son pays. Et puis, normalement, j'aurais dû de là partir pour la Nouvelle-Zélande, couler les jours heureux dans ce pays lointain. Et au dernier moment, on m'a dit, mais non, c'est pas encore l'âge de la pré-retraite, allez au Nigeria, on a besoin de quelqu'un au Nigeria. Donc je suis parti comme ambassadeur au Nigeria pour vous dire un petit peu comment se passe notre vie avec beaucoup d'aléas. Donc voilà très rapidement mon curriculum, et donc j'arrive maintenant en fin de carrière. J'ajoute que je suis marié, ma femme était avec vous hier soir, et que nous avons 7 enfants. Voilà, donc pour la présentation de ma petite personne. Donc j'en viens maintenant à l'exposé qu'on m'a demandé de préparer. Je retiens que le thème général de vos travaux, c'est transparence et langage, que j'ai interprété, d'après le programme que j'ai vu, comment dire la vérité, même dans les cas les plus extrêmes. Cette thématique révèle, je l'imagine, de votre préoccupation liée à l'exercice de votre métier d'hospitalier, confronté tous les jours
à la souffrance et à la nécessité de trouver les mots pour en parler et la soulager. Si vous avez demandé la participation d'un diplomate, c'est sans doute que vous imaginez que dans sa profession, celui-ci est confronté lui aussi à la question de l'adaptation du langage aux situations et aux interlocuteurs les plus divers. Comment concilier le souci de la transparence nécessaire dans un système démocratique au succès de la négociation. Donc on est confronté aussi à la notion de secret, lequel secret, à mauvaise presse, ne lui a-t-on pas imputé la responsabilité principale de l'engrenage dans lequel l'Europe et puis le monde se sont trouvés engagés lors de la Première Guerre mondiale, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, dans une première partie, est-ce que je peux peut-être parler sans micro? Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Dans une première partie, j'essaierai de montrer comment le diplomate adapte son langage en fonction des différents aspects de sa mission, de l'environnement dans lequel il travaille et de ses interlocuteurs. Et dans une deuxième partie, je traiterai de la question de la négociation et j'évoquerai des cas concrets que j'ai rencontrés. Alors, première partie, le langage du diplomate s'adapte en fonction des différents aspects de sa mission. Mais je voudrais, en liminaire de cette partie, faire deux réflexions qui m'ont été inspirées ce matin par votre président qui m'a posé deux questions. Quel est le rôle des chefs d'État et la relation personnelle des chefs d'État dans la diplomatie, et la question de la langue, précisément, que vous avez rapidement évoquée, mais des difficultés que ça pouvait présenter. Alors, je dis tout de suite, je parlerai essentiellement du langage vu par le diplomate, je parlais du diplomate professionnel que je suis et du métier que je fais. Mais effectivement, la question se pose du rôle des chefs d'État et des premiers ministres et des ministres parfois, en tout cas sûrement le ministre des Affaires étrangères, dans la diplomatie. Alors, ce sont des intervenants majeurs, surtout les chefs d'État, mais c'est une diplomatie très directe. Alors c'est vrai, c'est ce que je répondais à votre président, que les chefs d'État ont une relation personnelle, bonne ou mauvaise, avec leurs interlocuteurs. Alors, c'est un club, les chefs d'État, il faut les voir entre eux. Ils ont des comportements de gens qui font partie de la même corporation. Et dans le fond, quelle que soit la taille du pays, évidemment, le président des États-Unis joue un rôle plus important que le président de Sainte-Lucie, mais on est chef d'État, on incarne une nation et ça crée un comportement très particulier. Alors, la relation personnelle est importante, c'est vrai. Moi, j'ai vu, dans certains cas, le chef de l'État que j'ai surtout rencontré, si vous voulez, c'est le président Chirac, puisque les 12 ans de mandat du président Chirac correspondent presque exactement aux 12 ans de ma vie d'ambassadeur. Et c'est vrai qu'on sentait qu'avec certains, il se sentait bien, et avec d'autres moins. Et par exemple, le dernier pays où j'étais, le Nigeria, il avait une relation très directe avec Olusegun Obasanjo, qui était président du Nigeria jusqu'à il y a quelques mois. Et beaucoup de choses ont pu se faire parce que les hommes se parlaient, se téléphonaient, se rencontraient, et ça a été évidemment pour moi une aide très précieuse dans mon travail. Donc c'est important. Mais j'en parlerai relativement peu parce que je crois que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors la question de la langue est évidemment importante. C'est vrai malheureusement que le français n'est plus la langue diplomatique principale, elle l'est entre pays francophones bien sûr. Le français est encore connu par beaucoup de diplomates de ma génération et de la génération, disons qu'il y a 50 ans aujourd'hui. Elle est de moins en moins connue par les diplomates. C'est un grave problème pour nous, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas se cacher. Alors, donc nous sommes, nous diplomates, soit obligés de parler une langue étrangère, même si on la parle correctement,
c'est jamais exactement la même chose. On n'a pas toutes les subtilités du langage. Quand on parle anglais, qu'on entend l'anglais d'un ressortissant des Royaumes-Unis et l'anglais d'un Américain, c'est d'abord deux langues différentes, et j'ai souvent assisté à des disputes graves entre eux sur le sens des mots. Ils n'étaient pas d'accord. Et puis, pour celui qui n'a pas l'anglais comme langue maternelle, eh bien, il faut s'y adapter, il faut s'y mettre. Ça a parfois des avantages, c'est que ça oblige à réfléchir assez longuement à ce qu'on va dire et d'être bref, concis et le plus percutant possible. Et je m'aperçois que ça marche pas mal et ça évite cette diarrhée verbale que l'on entend trop souvent dans les conférences internationales ou dans les négociations. Donc c'est parfois un avantage. La question de la traduction dans les conférences était également un vrai problème. Ça a des avantages, là aussi, le fait qu'il y ait une traduction, notamment lors d'entretiens bilatéraux, vous donne un temps de réflexion pour répondre, qu'il faut savoir exploiter, tout en surveillant attentivement le travail des traducteurs, parce que parfois ils se trompent. Et j'ai assisté à des négociations où la traduction était carrément fausse. Et à ce moment-là, il faut quand même être un peu vigilant sur ce qui s'est dit quand on a quelques éléments de la langue qui est parlée. Donc c'est un vrai problème que nous surmontons. Voilà. Donc je voudrais revenir donc à ce premier sujet et en traitant d'abord les différents aspects de la mission du diplomate, puisque ce langage devrait s'adapter à sa mission. Traditionnellement, on reconnaît 3 missions principales aux diplomates et à l'ambassadeur en particulier. Représenter, informer, négocier. Mission auxquelles on ajoute aujourd'hui celle d'animer et de protéger. Animer, c'est-à-dire animer une équipe qui n'est pas forcément uniquement l'équipe de l'ambassade, c'est l'équipe de tous les Français présents. Ça peut être dans certains cas les ONG qu'il faut animer. Quand j'étais ambassadeur en Bosnie, surtout au début de ma mission, je réunissais les ONG, il y en a une bonne trentaine tous les mois, pour faire le point avec eux. Mais c'est animer aussi l'équipe économique. Au Nigeria, il y avait 110 entreprises françaises qui travaillaient. Il fallait les rencontrer et savoir donner parfois des impulsions, étant bien sûr entendu que nous n'intervenons pas directement dans la marche des affaires, mais on peut quelquefois donner des avis, un cadre surtout plus général, parce que les entreprises sont quand même bien sur leur sujet à elles. Protéger, c'est un sujet de plus en plus important, c'est-à-dire faire que la communauté française vive en sécurité là où elle est. C'est pas toujours facile. Au Nigeria ou en Haïti ou en Bosnie, j'avais de très sérieux problèmes avec ça. Au Nigeria, j'ai connu le cas de deux enlèvements, de prise d'otages. C'est un peu un travail de crise, mais que l'on doit préparer à l'avance, c'est-à-dire la réponse à la crise, bien sûr, non pas la crise.